Ok, bonjour à tous. Donc, on attaque la dernière, enfin, une des dernières sections sur les modèles supervisés dans le cours ACT 6100. Donc, je vais basculer sur mes slides. Alors, je pense qu'il y aura plusieurs séries de capsules sur ce dernier point qui sont les réseaux de neurones. Donc, on va attaquer le dernier type de modèle. Alors, je le dis dès maintenant, mais on reviendra là-dessus. Il y a pas de notion graduée alors, il y a vaguement une espèce d'avancée historique. En tous les cas, j'avais commencé à faire une première capsule. Au début, je vous avais fait un peu l'histoire des modèles supervisés. Les réseaux de neurones arrivent à la toute fin. Alors effectivement, on est dans une période en 2020 où le deep learning et les réseaux de neurones profonds sont très populaires. Mais voilà, historiquement, on avait eu les SVM qui ont été très populaires. On a vu arriver ensuite le boosting, les random forest à peu près à la même époque, il y a une vingtaine d'années. Donc il y a une petite logique historique. Cette logique historique, elle est sûrement liée au fait que on a des modèles qui marchent de mieux en mieux. Alors je mettrai un petit bémol dans la capsule ici en vous montrant que à la toute fin, je vais vous montrer, enfin pas à la toute fin, peut-être aux deux tiers, qu'on peut générer des données sur lesquelles, en fait, je peux faire des arbres de classification qui marchent très très bien, y compris beaucoup mieux que les réseaux de neurones de base sous R. Euh, donc voilà, faut quand même. Il n'y a pas de notion de relation d'ordre dans tout ce que je vous présente. Je vous présente différents modèles. Encore une fois, le cours est une boîte à outils. C'est juste qu'à la toute fin, je vous présente les réseaux de neurones. Ce qu'on verra, c'est qu'historiquement, ça a une histoire assez ancienne. Ça marche relativement bien. Effectivement, ça a l'avantage d'être généralisable sur des problèmes compliqués, en particulier quand on commence à avoir des très grands nombres de couches cachées avec beaucoup de neurones. Mais voilà, encore une fois, c'est relativement logique de voir ça. On va voir un petit peu comment ça se construit. Okay, donc j'arrête ma parenthèse introductive. On va présenter dans cette capsule ce que j'ai mis. J'ai quand même mis une introduction au réseau de neurones parce que voilà, il y a des cours entiers sur les réseaux de neurones. C'est pas l'objet de ce cours. Je vous fais juste une introduction, je vous fais un peu de terminologie, je vous explique un peu comment ça fonctionne et je vous montre des exemples. Encore une fois, il y a beaucoup de place pour l'amélioration, mais voilà, c'est un cours de fin de bac. La maîtrise peut être là pour ceux qui veulent aller plus loin sur toutes ces méthodes-là. Donc, je vais commencer par quelque chose d'un peu classique. C'est déjà un tout petit peu de terminologie. Alors, euh, on va parler de deux termes. Il y a l'aspect réseau, okay, sur laquelle je ne vais pas trop m'étendre. Je ferai une capsule un peu plus tard sur les méthodes de réseau, mais les réseaux ici sont un tout petit peu importants, mais ce n'est pas fondamental. Okay. Le point important, ça pourrait être l'image avec les neurones. Alors, je reviens juste, encore une fois, je connais très mal le sujet, je suis vraiment pas bon en biologie, mais un neurone, c'est une espèce de. Donc, moi, je préférais la terminologie en termes de nœud. Okay, ça va être un petit quelque chose, un nœud dans lequel il y a une information qui va rentrer. Okay, puis ce nœud va vous renvoyer une information par derrière. D'accord. Donc, je pense que c'est le principe le plus simple pour comprendre un neurone. Donc, c'est quelque chose va arriver, quelque chose va ressortir. Okay, et à l'intérieur se cache. Donc, c'est un peu comme le modèle, en fait. Quand je vous disais, euh, j'ai un modèle qui va être potentiellement une boîte noire, okay, dans lesquels il y a quelque chose qui rentre, il y a quelque chose qui sort. Voilà, c'est juste qu'on va mettre en réseau des modèles. Donc, mettre en réseau, ça veut dire quoi? Ça veut dire éventuellement que je vais avoir plusieurs modèles qui peuvent se parler entre eux, okay, qui peuvent échanger de l'information. Okay, puis je peux même des fois en avoir encore plus que ce que j'avais en entrée. Voilà, donc, on peut avoir toutes sortes de choses. Les modèles vont se parler entre eux. Donc, un modèle va sortir quelque chose qui serait une entrée pour un autre modèle. Et donc, c'est cette complexité qui rend les choses intéressantes. Je pense que l'analogie, elle vient essentiellement du fait que le réseau, pardon, le cerveau fonctionne comme ça. Euh, et, et, et le corps humain fonctionne comme ça. Et c'est sûrement. Et ça fonctionne relativement bien, en fait. C'est qu'on est capable de faire beaucoup de choses. On est capable de voir, d'analyser, de parler, de prendre des décisions uniquement avec ce petit mécanisme très simple où les neurones fonctionnent juste avec des impulsions électriques. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui rentre en entrée qui est souvent binaire, qui est oui-non. Okay, donc, est-ce que j'ai vu quelque chose dans cette partie de l'espace ou pas? Ou est-ce que je le vois ici? Est-ce que je le vois là? Donc, la vision, ça va être ça. C'est plein de petits détecteurs, mais des détecteurs très, très simples. Mais ça, on a déjà vu, on a déjà parlé dans les méthodes ensemblistes que finalement, construire plein de modèles simples et les agréger, ça peut vous donner des choses très, très, très efficaces. Et c'est ça qu'on va essayer d'exploiter et exploiter de manière massive. Okay, donc, ça va être vraiment cette idée de dire le cerveau fonctionne comme ça.
avec tous ces petits capteurs binaires qui, au final, arrivent, alors, j'allais dire, à faire des choses complexes. Encore une fois, la popularité des réseaux de neurones et tout ce qui est deep learning, ça reste sur des classifieurs de chiens et de chiens. Donc, ça reste des opérateurs simples, mais généralisables sur d'autres choses. Donc, en particulier, je peux détecter des objets dans des images, je peux détecter des objets qui bougent dans des vidéos, je peux analyser du texte. Okay, donc, faire des choses qui sont compliquées, ça ne veut pas dire les comprendre. Encore une fois, j'insiste là-dessus, construire des modèles, ce n'est pas construire des algorithmes de compréhension, c'est faire des choses qui sont capables de prévoir. Okay, donc, pensez à la traduction automatique, c'est vous donner quelque chose en input, il vous donne quelque chose en output. C'est une sortie de modèle, mais ça ne veut pas dire que l'algorithme comprend quoi que ce soit à la langue. D'accord, donc, ce n'est pas une notion de compréhension, c'est vraiment une notion de prévision. Et ces algorithmes-là marchent très très bien, en particulier sur des données compliquées. Les données compliquées, ça va être des choses qu'on peut voir. Donc, en particulier, moi, je vais parler ici pas mal d'images, parce que je pense que c'est le meilleur moyen pour comprendre pourquoi ces algorithmes marchent bien. Puis dans des slides, c'est toujours plus intéressant d'avoir des choses visuelles. Ça marche aussi en langage. Alors, je verrai si j'ai le temps de faire des petites capsules pour la dernière séance sur les notions de langage et comment est-ce qu'on peut utiliser des méthodes. Alors, je ne pense pas qu'on aille jusqu'au réseau de neurones sur du langage, parce que le langage est quelque chose d'un peu compliqué où il y a une notion séquentielle. C'est que quand on parle, pensez aux algorithmes de complétion automatique où vous commencez à taper puis qui vous suggèrent des mots. Ça, c'est compliqué parce qu'il faut comprendre qu'il y a une logique dans les phrases. Et cette notion temporelle, encore une fois, a été exclue du cours parce que c'est compliqué. J'en parlerai, je pense, il y a 3 slides à la fin de cette capsule, de cette série de slides où je parle des réseaux récurrents, où on introduit une notion de dynamique en disant que mon réseau de neurones va garder une mémoire qui va pouvoir se transmettre à l'étape d'après. Okay, donc, la notion de dynamique est plus compliquée à introduire. Et je pense qu'il y a des cours de maîtrise qui parlent très bien de ça. Mais on va plutôt, voilà, je parlerai des textes essentiellement dans des contextes non supervisés par la suite. Mais les images, on va en parler un petit peu plus dès à présent, parce qu'en fait, les images, on peut les analyser dès à présent. Okay, ça reste des choses assez classiques, dans le sens où c'est juste des problèmes classiques de régression. La seule difficulté, c'est qu'on est en grande dimension. D'accord, donc c'est ce que je vais vous présenter un petit peu maintenant, dans 2 secondes. Les images, c'est jamais que des données un peu grosses, okay, enfin potentiellement un petit peu grosses. Donc le cas le plus simple, ça va être le cas des images noir et blanc. Donc une image noir et blanc, c'est quoi? C'est, encore une fois, une image, c'est quelque chose qui est discrétisé en pixels. Okay, c'est ce qui est marqué à droite. Donc par exemple, si jamais j'ai une image n fois n, dans ces cas-là, je vais récupérer n à la 2 cellules, et une cellule va être vue comme étant une variable petit xi. D'accord? Donc, je vais déjà sûrement évoquer cette notion-là. Donc, votre image qui est comme ça, la première observation qui va se trouver ici, ce sera mon x1. Okay, la deuxième, ce sera mon x2. Et je continue comme ça jusqu'à avoir à la fin mon xn à la 2. D'accord? Donc, si jamais vous avez une image 10 x 10, ça veut dire que vous avez 100 variables explicatives. Chacune des variables va être un des pixels. Okay, donc votre image va se décomposer comme étant une grande base de données avec autant de colonnes que vous avez de pixels dans votre image. Okay, si jamais vous avez une image noir et blanc c'est 0, 1. Okay, vous mettez du 1 dès lors que vous avez quelque chose de noir. Donc par exemple, mon image que j'ai représentée ici, sauf erreur, c'est du 6 x 6. Okay, donc j'ai 36 valeurs. Okay, donc x1, c'est une variable 0, 1 qui prend 0 quand la valeur qui se trouve en haut à gauche vaut 0. Et si jamais elle était noire, dans ces cas-là, je mettrais un 1. Puis x2, c'est le pixel qui est juste en dessous. Alors peu importe, il faut juste adopter une convention. Mais voilà, donc je vais pouvoir balayer comme ça jusqu'à la fin à x36. Okay, donc on voit qu'une image, potentiellement, ça peut être relativement gros en termes de taille. Et en particulier, tout à l'heure, je vous ferai du MNIST. MNIST, donc c'est une base de données de chiffres manuscrits, okay, qui sont des images 28 x 28. Donc 28 x 28, on est déjà en dimension 700 quand même. D'accord, donc on pourrait dire qu'on commence à arriver en grande dimension, okay, dans le sens où j'ai quand même beaucoup de variables explicatives. Et c'est là que les réseaux de neurones sont intéressants, parce que quand on est en grande dimension, tout d'un coup, ils peuvent performer de manière incroyablement efficace, ou pas. Okay. Donc ça, c'est mon image noir et blanc. Alors, je peux passer à des images en gris. Donc le gris, c'est juste dire que le gris, ça va être
un petit peu comme on avait notre probabilité qui est dans l'intervalle 0,1 qui permettait d'atteindre les deux valeurs dans un prédicteur qui sont 0 et 1. Ici, mon gris, ça va être la version continue de mon problème binaire noir et blanc. D'accord? Donc un gris n'est jamais qu'un niveau entre du noir et du blanc. D'accord? Donc tout d'un coup, mes valeurs qui se retrouvent ici sont des valeurs dans l'intervalle 0,1. Okay, mais ça reste un problème qui n'est pas trop compliqué parce qu'on reste dans la même taille. En gros, être sur du noir et blanc ou être sur du gris, ça reste des problèmes de même taille. Là où ça va devenir un tout petit peu plus compliqué, mais pas beaucoup plus, c'est si jamais j'ai de la couleur. Donc quand on a de la couleur, ben, on va passer dans un tableau ou dans un tenseur, okay, dans le sens où je vais récupérer 3 niveaux. Donc typiquement, je vais avoir une décomposition RGB. Donc la matrice en rouge, la matrice en vert et la matrice en bleu. Okay, et la superposition de ces couleurs me donne à peu près toutes les couleurs classiques du spectre visuel, okay, du jaune au violet, tout ce que vous voulez. Donc ça me donne une matrice un petit peu plus grande, okay, avec des valeurs qui sont comprises, alors sous R c'est entre 0 et 255, mais en gros c'est compris entre 0 et 1 si jamais je normalise. Okay. Donc je me retrouve avec des choses qui sont de la taille... donc j'ai des éléments dans 0,1 et j'en ai combien? Ben, j'en ai 3 fois n à la 2. D'accord? Où n est mon image, encore une fois, je la suppose carrée parce que c'est plus simple, mais sinon, c'est largeur fois longueur. Okay, mais les images, je peux aussi les voir dans un contexte dynamique. Les voir dans un contexte dynamique, ça veut dire que je vais avoir une succession d'images. Okay, donc en fait, une vidéo, c'est jamais qu'un tenseur un peu plus compliqué où je rajoute une dimension temporelle à l'intérieur. Okay, donc si jamais vous partez sur l'idée que vous avez peut-être une dizaine d'images par seconde, bah dans ces cas-là, si jamais vous avez 1 minute d'enregistrement, ça vous fait 600 images. D'accord, donc ça peut devenir potentiellement gros, mais voilà, ça reste quelque chose qu'on pourrait analyser. Je parle des tenseurs, encore une fois, je n'irai pas très loin dans le cours parce que ça nécessiterait de faire un petit peu plus d'algèbre linéaire. Mais l'idée des tenseurs, c'est de dire bah, peut-être que ce qui se passe, je peux intégrer les différentes dimensions. C'est que quand je suis dans un tableau de données, le fait que je sois très précisément sur ce point-là ou que je suis sur un point qui soit autour, c'est une information intéressante. Dès lors que je commence à découper ma matrice pour la mettre sous la forme d'une base de données, c'est-à-dire un vecteur, je casse un petit peu cette proximité qu'il y a entre les points. Donc, mon algorithme ne sait pas qu'il y a des voisins et ne peut pas exploiter cette information, mais c'est pareil sur des vidéos. Si jamais je découpais ma vidéo en disant bah, je vais m'intéresser à un gros vecteur de grande dimension, il ne sait pas que quand je regarde toujours au même pixel seconde après seconde, je suis toujours au même endroit. Donc si jamais vous suivez une voiture qui se balade sur l'image, en théorie, le fait que vous ayez un tenseur fait que vous savez que sur l'image qui a été prise un dixième de seconde après, la voiture, elle n'a pas pu beaucoup bouger. Donc votre image, ça va être jamais qu'une réplication de ce qu'il y avait derrière, mais avec un élément qui se déplace dessus. D'accord? Donc, exploiter des structures algébriques, ça peut être intéressant quand vous avez des données complexes. D'accord? Mais je ne vais pas rentrer plus en détail. Moi, je vais me contenter d'un cas très très simple, qui sont ces données d'images toutes bêtes, carrées, d'accord, dans lesquelles on observe des choses qui sont des niveaux de gris. Okay, et en particulier, on aura des images labellisées. Donc labellisées, ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière une image, j'ai une information. Okay, donc je sais par exemple que cette image-là, donc une image, encore une fois, c'est un xi, hein, ce que j'appelais petit xi. Donc le petit xi qui est associé à cette chose-là, c'est associé à une variable yi qui était égale à 8. Donc je sais que cette image correspond à un objet qu'on va appeler 8. Okay, et ce que je veux, c'est que la machine apprenne par elle-même à reconnaître des 8 quand elle en verra d'autres. Voilà. Et d'autres qui potentiellement sont un tout petit peu différents parce que quelqu'un d'autre va l'écrire et peut-être que les pixels ne seront pas exactement les mêmes. C'est là toute la difficulté. Okay, l'objet qui se trouve ici, ça va être un xi', et cet objet-là, il est associé à une variable yi' qui doit être, sauf erreur, un 3. Okay, donc on est dans un problème classique de classifieur où je vais lui donner en input une image, c'est-à-dire une collection d'une matrice de données. Okay, et à cette matrice de données, je vais lui associer une variable d'intérêt y, qui sera ici un label. Okay, donc qui sera une classe, une variable factorielle. Donc on est dans un problème classique de modèle supervisé. Hein. Je vais essayer de construire un modèle prédictif. Donc mon modèle, c'est quoi? Ça va être quelque chose qui a une image, x, va lui associer quelque chose. Alors, nous, on va le faire de manière un peu simple. Je vais le faire essentiellement pour l'instant sur des classifieurs binaires. Okay, puis on étendra ça dans des classifieurs multiclasses où je pourrais essayer de trier parmi plein de valeurs. Alors, je n'ai pas beaucoup de parler du multiclasse pour l'instant parce que les métriques sont parfois un peu différentes.
Okay, en particulier, il peut y avoir des cas où des erreurs ne sont pas forcément si graves que ça. Okay, peut-être que si jamais je confonds un 6 et un 9, on pourrait dire que c'est moins grave que confondre un 8 et un 1. Okay. Alors le problème, c'est que c'est généralement une donnée qui va me venir de l'extérieur. Mais pensez à un classifieur de type fraude. C'est que peut-être que si jamais vous avez plusieurs niveaux de fraude, un niveau de fraude probable, certain, avéré, peut-être que se tromper entre probable et certain, c'est grave, mais entre certain et avéré, c'est moins grave. Ou peut-être qu'entre certain et avéré, ça devient très grave. Enfin, je ne sais pas, ça dépend du contexte, ça dépend de beaucoup de choses, mais il y a des cas pour lesquels il y a certaines erreurs qui sont peut-être moins graves que d'autres. Donc, je vais essentiellement discuter des points des classifieurs binaires parce que les classifieurs multiclasses sont beaucoup trop spécifiques, en tout cas quand on va introduire une métrique pour savoir si ça marche. Donc ici, j'ai un problème classifieur binaire. Alors, je vais continuer pardon, à utiliser pas mal la notation plus 1, moins 1, parce que dans ces cas-là, on est juste sur un problème de prédicteur qui doit être quelque chose de positif ou négatif, suivant ce qu'on veut. Okay. Mais on aura l'occasion de rediscuter de tout ça. Il y a quelques cas pour lesquels je mettrais du 0,1. Enfin, voilà. C'est le problème classique de tout ce qui est machine learning, où à la fois on a cette double notation sur le Y, 0,1 ou moins 1, suivant la période où les modèles ont été étudiés, ce genre de choses. Donc ça, c'est ce qui se passe quand on a un problème d'image, où on veut construire un classifieur. L'idée des réseaux de neurones, c'est quoi? C'est de dire que, et encore une fois, il faut comprendre comment la vision fonctionne, pour savoir si jamais je m'attends à avoir genre pour distinguer un 8 et un 0, comment est-ce que je distingue cette chose-là de cette chose-là? Essentiellement, je regarde, par exemple, ce qui se passe par ici. Si jamais je commence à monter, alors encore une fois, ce n'est pas une vidéo qu'on regarde, c'est le résultat final, mais la différence entre un 8 et un 0, c'est que ici, soit je continue vers le bas, soit au contraire, je bifurque vers la gauche. Si jamais je bifurque vers la gauche, je vais construire un 8. Au contraire, si jamais j'avais continué plutôt vers le bas, je vais construire un 0. Okay, donc on pourrait se dire que la subtilité consiste à dire, si jamais je veux distinguer un 0 et un 8, il va falloir que je regarde dans une région un peu particulière, qui est plutôt la région au centre. Okay, donc on est en train de se dire que peut-être que pour distinguer certaines valeurs, il faudrait que je regarde à certains endroits. Okay, si jamais je veux distinguer un 8 et un 3, comment est-ce que je fais pour savoir si jamais j'ai un 8 ou un 3? Soit je continue et je boucle, soit au contraire, je m'arrête. Donc, comment est-ce que je fais pour distinguer un 8 et un 3? Je regarde plutôt ce qui se passe par ici. Est-ce que j'ai quelque chose dans cette région-là? Si j'ai quelque chose dans ces cas-là, je vais partir sur un 8. Si j'ai rien, je reste sur un 3. Okay, donc, on voit que l'idée de la classification d'images, ça revient à se dire qu'il y a peut-être des régions de l'espace que je vais regarder de manière un peu spécifique. Okay, et c'est ce que j'essaie d'expliquer avec le dessin qui est là, où je vous dis, peut-être que je vais définir certaines régions. Alors, il y a la région en verte qui va consister à regarder ce qui se passe en haut, mais des deux côtés. Okay, donc, je vais regarder à chaque endroit, par exemple ici. Okay, donc, par exemple, en regardant dans cette région verte, je pourrais distinguer comme ça le 8 et le 6. Okay, c'est que le 8 et le 6, si jamais je le fais de manière un petit peu rapide, le 8 et le 6, essentiellement, il y a cette région ici où j'ai rien. Okay, donc, aller regarder dans cette région sera peut-être quelque chose d'intéressant. Au contraire, ici, sur le bleu, le bleu, je vais plutôt regarder est-ce qu'il y a quelque chose en bas à gauche. Okay, donc l'histoire du bas à gauche, on avait discuté un petit peu, ça permet de voir si jamais j'ai un 3, si jamais j'ai un 5. Okay, donc peut-être qu'en allant regarder dans quelques régions, au lieu de regarder mes 36 pixels, peut-être que je pourrais définir quelques régions. Okay, donc ici, je vous en ai mis 3, mais on pourrait se dire, ok, peut-être que je peux définir une dizaine, une douzaine, une quinzaine de régions dans lesquelles il suffit d'aller regarder et dans lesquelles je peux extraire de l'information. Okay, donc là, je vous présente une première manière d'analyser les réseaux de neurones qui consiste à dire que j'ai un problème en grande dimension et que je vais résumer en quelques parties. Okay, donc je vais me dire qu'il suffit d'aller regarder dans certaines régions de l'espace. Ces régions de l'espace, ça va ce qui va devenir mes neurones, hein, donc c'est mes différentes régions vertes, rouges et bleues. Okay, et au lieu de regarder, alors je vais peut-être vous le refaire sur un dessin, mais au lieu de regarder mes 36 régions qui étaient là, je vais définir comme ça une petite dizaine de régions. Donc, je vais avoir la région bleue qui serait cette partie-là. Je vais avoir une région jaune qui serait cette partie-là. Et en fait, je me résume à deux informations ici. Okay, donc, je suis en train de dire que mon problème en grande dimension, je peux le réduire avant de récupérer mon output. Alors, si je prends un dessin de régression et de réseau de neurones, une régression, c'est juste dire, j'avais mes variables explicatives, x1 jusqu'à xp, je vais toutes les associer ensemble pour récupérer en sortie mon y.
Là, ce que je suis en train de dire, c'est que peut-être qu'on peut réduire l'information. Donc, éventuellement, je vais récupérer les premières valeurs pour aller dans ma première région bleue. Et puis, les dernières valeurs qui sont à la fin vont me donner une autre région. Puis ensuite, je vais combiner les deux pour avoir mon Y. Okay. Donc, l'idée des réseaux de neurones, c'est vraiment de dire, je vais avoir cette couche intermédiaire de variables qui vont être construites parce qu'en fait, c'est comme ça que se construit le modèle. Okay. Donc ça, c'est la première manière de construire les réseaux de neurones. Je commence par ça. Il y a un moment, je vais revenir un petit peu là-dessus en vous disant qu'on peut aussi inverser le problème, en disant que des fois, et c'est ce qu'on avait commencé à voir avec les SVM, okay, quand on a peu de dimensions, peut-être qu'au contraire, ça peut être intéressant de complètement exploser la dimension et de se dire, OK, au lieu d'avoir un problème linéaire, parce que ce qu'on va faire quand même, c'est fondamentalement des classifieurs linéaires, des modèles linéaires, okay, au lieu d'avoir juste deux variables, x1, x2, okay, peut-être que je pourrais travailler sur une variable x1, puis une variable x1 à la 2, puis une variable x1 à la 3, et puis ici j'aurai x2, puis ici j'aurai x2 à la 2, puis ici j'aurai x2 à la 3. Et puis éventuellement je peux créer un autre neurone qui serait x1 fois x2, ou alors x1 à la 2 fois x2. Okay, donc c'est un peu ce qu'on faisait avec l'histoire des kernels dans les SVM. Ça va être de dire, de mes deux variables, je vais en créer plein, et ensuite je vais juste aller construire un modèle avec ça. Donc ça pourrait aussi rentrer dans la classe de ces réseaux de neurones, qui consiste à dire qu'entre ce que j'ai en entrée, qui sont mes variables x1, et ce que j'ai en sortie, qui sont mes variables y, je vais récupérer toutes sortes de variables que je vais créer localement. Donc l'idée des réseaux de neurones, c'est vraiment ça, c'est de créer des variables locales qui vont capturer beaucoup d'informations et que je vais pouvoir exploiter. Donc dans l'idée des images qui sont en très grande dimension, c'est de se dire peut-être que je peux simplifier mon problème. D'accord. Donc là, moi, je vous le présente comme ça, en simplifiant le modèle. Okay, je vais effacer un petit peu pour y voir un peu plus clair. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Je suis en train de créer mes petits neurones. D'accord. Donc, je suis en train de créer ici une espèce de classifieur qui consiste à dire je vais commencer à aller voir ce qui se passe dans certaines régions. Donc, je vais définir ma région comme cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là. Okay. Je vais prendre la valeur -1 si jamais j'étais blanc. Je vais prendre une valeur +1 si jamais j'étais noir. Et donc, la grandeur que je constitue ici, ça va être une valeur qui est d'autant plus grande quand je suis noir et qui va être d'autant plus blanc, qui va être d'autant plus négatif quand je suis blanc. Okay. Donc on va se créer en gros un modèle ici AMI qui consistera à dire est-ce que dans cette région-là je suis plutôt noir ou je suis plutôt blanc. D'accord. Donc ici je pourrais avoir, si jamais je reviens sur mon premier modèle de départ, je vais créer cette région de l'espace ici, okay, et je vais dire si jamais dans cette région je suis plutôt noir, dans ces cas-là mon modèle M il va être plutôt grand. Okay. Au contraire, si jamais je suis blanc, dans ces cas-là, je vais plutôt renvoyer des valeurs négatives. Okay. Donc c'est ce qu'on s'amuse à faire, on s'amuse à créer ces différentes variables, mais de manière générique, ce sont des modèles. Okay. Donc si je vais vous reprendre la terminologie où je disais on va créer une variable qui sera x1 à la 2, x1 à la 3, on peut voir ça comme étant une espèce de modèle. Okay. Donc je ne vous dis pas ce qu'on veut forcément avoir en sortie, mais ça va être un petit modèle local. Okay. Donc première chose, ça va être de dire qu'on va créer des modèles. Alors comment je l'ai fait? C'est très simple. Je les constitue de manière à avoir des objets qui sont des combinaisons linéaires. Okay. Donc je vais mettre des poids. Alors, j'utilise la notation poids qui est beaucoup utilisée en machine learning, même si je ne l'aime pas trop parce que les poids ne sont pas forcément des choses positives. Je peux avoir des poids négatifs. Okay. Donc si jamais il y a un endroit où j'aimerais bien ne rien avoir, okay. Donc si jamais je ne veux pas de noir, au contraire, si jamais il faut que ce soit blanc pour pouvoir prédire un 6, dans ces cas-là, je vais mettre un poids négatif pour me dire ça m'intéresse beaucoup ici d'être blanc. Okay. Sous-entendu parce que le modèle à la fin que je dois avoir doit être d'autant plus grand que je prévois d'avoir le label que j'essaye de récupérer. Okay. Donc finalement, on revient dans une classe de choses assez linéaires qui sont finalement ce qu'on avait introduit un peu avec les GLM, qui consiste à dire qu'un modèle, c'est jamais que les modèles GLM sont jamais que des fonctions de ces modèles linéaires. Parce qu'en fait, la seule chose qui m'intéresse derrière, c'est le signe. D'accord. Donc on voit arriver quelque chose qui consiste à dire en fait qu'on va avoir un G d'une combinaison linéaire d'une variable explicative. Donc on retombe sur quelque chose qu'on connaissait qui sont un peu des GLM. La seule subtilité, c'est que dans un GLM, je partais de toutes mes variables, je récupérais à la fin mon Y. Okay. Là, ce qu'on va dire, c'est qu'on a le droit de s'autoriser de passer à des choses plus tordues avec plusieurs couches de GLM, quelque part. Okay. Donc ça va être ça la subtilité. Donc après, il ne faut pas non plus s'étonner qu'un réseau de neurones marche mieux qu'un modèle GLM, qu'un modèle de régression standard. Il a été fait pour ça. D'accord. On s'autorise à le rendre plus compliqué pour pouvoir mieux fitter. Okay. Donc ici, la fonction de transformation que je vais utiliser, c'est une fonction signe. Okay. Donc je vais juste regarder si je suis positif ou négatif. Si jamais je suis positif,
je renvoie +1. Si jamais je suis négatif, je renvoie -1. Et donc, on continue à avoir des choses qui ressemblent à un classifieur, enfin à une image. Okay, ça consisterait à dire, quelque part, ma région, alors je vais vous la découper de manière très simple, ma région 4x4, okay, je vais me contenter de faire 4 neurones, okay, qui sont les 4 neurones en haut à gauche. Okay, par exemple, je vais regarder les 4 valeurs qui sont là, en haut à gauche. Je vais tout simplement prendre des poids qui sont, par exemple, +1. Et je vais juste te dire, bah, si jamais ici j'ai une majorité de noir, tout d'un coup, je vais récupérer un pixel noir. Parce qu'en fait, je vais lui associer une valeur +1. Au contraire, à droite, si jamais j'avais une majorité de points qui étaient blancs, bah, dans ces cas, je vais récupérer un blanc. Donc on est en fait même en train de faire de la compression d'image ici. Okay, mon image qui était compliquée, je suis juste en train de dire, dans ce groupe d'images, si majoritairement j'avais plus de noir que de blanc, je vais créer un point noir. Et on est juste en train de se dire, bah, peut-être qu'en simplifiant mon problème, je vais récupérer un prédicteur qui sera tout aussi bon. Ou peut-être même qui serait meilleur que ce qu'on pourrait essayer de faire avec un modèle linéaire. Okay, parce que c'était plus simple de traiter un modèle avec 4 variables qu'un modèle avec 8 variables. Donc une fois qu'on a fait ça, bah, on a compris l'idée du réseau de neurones. Ça consiste à dire qu'on va peut-être s'amuser, donc on va construire nos petits neurones. Donc ici, j'ai construit mon premier neurone à partir de mes points en vert. Donc mes points verts, c'était peut-être cette région-là. Les points rouges, c'est peut-être cette région-là. Et donc je vais construire comme ça différents modèles. Donc ici, je construis plusieurs modèles et ensuite, je vais les recombiner. D'accord? Donc là, on a toute l'architecture d'un modèle de réseau de neurones. Okay, alors je me dis, parce que ça fait joli, mais encore une fois, il n'est pas profond ce modèle. C'est juste, ici j'ai mes variables x. Okay, donc il me dit quels sont les pixels que je vais utiliser. Donc derrière, ça constitue des poids. Donc derrière chacun des petits modèles que je constitue se cache une matrice de poids. Donc je vais avoir oméga 1 pour mon premier modèle, oméga 2 dans mon deuxième modèle, oméga 3. Et ensuite, je vais recombiner un petit peu tout ça avec un autre jeu de modèles. Donc en fait, si jamais j'essayais de raisonner dans une version un peu économétrique, j'ai mon premier modèle ici qui constitue avoir un premier bêta. Okay, donc un vecteur bêta qui serait quand même en dimension P. Hein. La P étant le nombre de pixels que j'ai. Ensuite, j'ai un autre vecteur bêta 2 qui sera aussi en dimension P. Alors j'ai peut-être beaucoup de zéros. Okay, si jamais je dis que je veux juste les pixels en haut, ça veut dire que tout le reste c'est des zéros et donc on a réduit la dimension. Donc c'est peut-être plus petit que P, mais quand même. Okay. Ensuite, j'avais un bêta qui sera aussi en dimension P. Okay, et ensuite, j'agrège tout ça avec un coefficient oméga qui sera en dimension 3. Okay, donc on voit que déjà ce petit modèle, il contient 3 plus 36 fois 3 paramètres. Okay, donc c'est un modèle qui est relativement gros déjà. Contrairement à si j'avais fait juste un GLM, où j'aurais par construction autant de paramètres que j'ai de variables d'entrée. D'accord ? Donc l'idée, c'est quand en travaillant sur des modèles peut-être un peu plus compliqués, on peut capturer beaucoup de sortes de choses. Alors le gros intérêt, c'est de pouvoir simplifier un petit peu quand même la dimension, c'est de se dire, ok, mon P ici, en fait, c'est de la triche. J'avais choisi uniquement 3 valeurs, donc j'ai que 3 paramètres à faire intervenir. Je n'étais pas en dimension 36 fondamentalement. D'accord ? Donc mais je triche. Je triche, pourquoi ? Parce que je suis en train de vous dire dans quelle région est-ce que je veux faire. Ce qu'on veut, c'est que l'algorithme il sache tout seul comment constituer ces classes-là. D'accord ? Donc ça, l'idée des réseaux de neurones, elle est là, et c'est ça qu'on va essayer d'exploiter par la suite. Alors, vous devriez pouvoir penser assez vite à une méthode relativement simple pour constituer ces facteurs, c'est ce qu'on faisait un petit peu avec l'ACP. Quand on faisait une ACP, et je vous en avais un tout petit peu parlé parce que j'avais déjà parlé un petit peu de classification d'images, okay, quand je faisais une ACP, je vous disais, en fait, pour regarder si jamais j'ai des 0 et des 1, il suffisait de regarder les deux premières composantes principales. Et quand je regardais les deux premières composantes principales, ben ensuite, je pouvais faire un classifieur tout simple. Je pouvais faire une analyse discriminante dessus. Ben en fait, je fais un petit réseau de neurones à la main. Alors, un réseau de neurones dans lequel je force moi-même les méthodes d'inférence. Okay, et là, ce qu'on va faire, c'est de l'optimisation brute. C'est de se dire, je vais avoir plein de paramètres, je rentre ça dans un gros optimiseur, il va me trouver les paramètres idéaux. Moi, c'était un réseau de neurones dans lequel je forçais les paramètres, dans le sens où je disais, mon premier neurone, c'était ma composante principale. Okay, donc, je récupérais ma composante principale, donc c'était juste de l'algèbre linéaire. Ensuite, je récupérais un autre neurone qui était ma composante principale numéro 2. Je récupérais mes points qui étaient dans le plan. Okay, j'avais mes 0 et j'avais mes 1 qui avaient été récupérés à partir de toutes mes images. Et ensuite, je me contente de faire un classifieur standard où je dis je vais faire une régression GLM, je vais faire un SVM, je vais faire une analyse discriminante. Okay, mais on est fondamentalement dans ce problème dans ce formalisme et cette architecture des réseaux de neurones qui consiste à dire de toutes mes données de départ en entrée,
je vais commencer par créer des neurones, okay, et ensuite je vais créer un modèle sur ces neurones. Okay. Donc ça, c'est la construction un petit peu à la main d'un réseau de neurones. Ici, ce qu'on va dire, c'est je ne vais rien imposer sur la structure de mes neurones dans mes couches cachées, c'est-à-dire au milieu. Je vais laisser l'algorithme trouver lui-même la constitution de ces neurones. Voilà. Donc une fois que vous avez compris ça, je pense que vous avez compris l'essentiel de la structure des réseaux de neurones. Et on va pouvoir attaquer la partie qui est mais comment est-ce que ça s'estime, ce genre de choses. Ok, donc maintenant qu'on a compris ce que c'est qu'une architecture de réseau de neurones, je vais pouvoir un peu rentrer. Alors je vais le faire de manière un peu historique parce que je pense que c'est plus simple pour comprendre comment est-ce qu'on est arrivé des premiers perceptrons au deep learning. Enfin, on comprend quand même la logique, d'accord. Et l'avantage, c'est que finalement, c'est pas très compliqué. En tout cas, ça nous rappelle beaucoup de choses qu'on a déjà vues, donc ça ne devrait pas être trop compliqué à mettre en œuvre. Le seul problème, c'est comment j'estime ce genre d'objet. Alors, historiquement, le premier modèle, c'est le modèle développé en 43 par McCulloch-Pitts, c'est un modèle simpliste, okay, mais qui est relativement proche, et c'est sûrement de là que vient la terminologie réseau de neurones, c'est qu'on est vraiment dans un fonctionnement de type neuronal, c'est-à-dire des petites impulsions électriques, c'est-à-dire est-ce que dans mon neurone, il rentre quelque chose qui est, est-ce qu'il y a un signal électrique ou pas, okay. Donc j'ai du 0 ou du 1, suivant qu'il y a une impulsion électrique qui rentre dedans ou pas. D'accord. Donc c'est la version très très simple où ma variable x est une variable binaire qui prend les valeurs 0 ou 1. D'accord. Donc le principe est relativement simple, c'est que si jamais je veux voir quelque chose, donc imaginez votre image, vous avez les différents neurones, enfin vous avez les différentes zones d'activation. Okay. Ce que vous vous demandez juste, c'est éventuellement, est-ce que dans une partie, c'est suffisamment noir pour pouvoir dire qu'il se passe quelque chose par ici. Okay. Donc prenez juste vous regardez une image, vous demandez, est-ce que dans la partie en haut à gauche, est-ce qu'il y a quelque chose ou pas. Donc, c'est juste ce qu'on s'amuse à faire. Donc, on a des 0 et 1. Ce qu'on fait, c'est juste un comptage. Okay. Donc, je me contente. Alors, il n'y a pas de. Ici, je vais créer mon modèle I. D'accord. Donc, mon modèle I, qui sera ce petit neurone I, ça revient à regarder sur certaines entrées. Est-ce qu'il y a quelque chose qui rentre. Et on va dire que je vais commencer à m'alerter si jamais il y a plus que 5 pixels qui sont éclairés. Okay. Sinon, c'est que globalement, ça reste du blanc, puis éventuellement, il y a un petit peu de bruit, il y a un petit noir qui apparaît, mais c'est marginal. Okay. Donc, l'approche classique consiste à dire, je vais juste mettre une indicatrice ici, et dès lors que je dépasse un seuil, c'est que mon neurone doit s'activer. D'accord. Donc ici, je vais avoir plein de neurones qui arrivent. Je vais prendre les 4 premiers. Ça va me donner mon modèle, celui que je note J. Okay. Si jamais je dis que parmi mes 4 pixels, il y en a 2 qui deviennent noirs, il se passe quelque chose et il faut que je prête attention à ce qui se passe ici. D'accord. Donc je vais renvoyer un plus 1 si jamais cette somme-là est plus grande ou égale à 2. Okay. Donc là, c'est l'approche par seuil, okay, qui avait été proposée dans ce premier modèle en 43, qui consiste juste à dire je compte le nombre d'entrées et dès lors que ça dépasse un certain seuil, je m'alerte. Okay. Alors, premier point, cette histoire de seuil, on peut s'en débarrasser. Et là, je renvoie à ce que j'avais déjà évoqué dans le cours de modèle linéaire, dans la régression probit, c'est que introduire un seuil et se dire qu'on a une variable latente qui dépasse un seuil, c'est équivalent en fait à introduire une constante. Okay. Donc en fait, je peux tout simplement me dire, je vais regarder une combinaison linéaire avec une constante, okay, et me dire que je vais m'alerter à partir du moment où ma grandeur ici dépasse 0. Okay. Donc finalement, l'histoire du seuil B, elle peut se capturer en mettant la constante, tout simplement en mettant un poids qui sera moins B. Okay. Donc ça simplifie énormément les choses. Et encore une fois, c'est ce qu'on voyait dans les modèles linéaires. C'est que dans les modèles linéaires, on rajoute toujours notre constante comme étant une variable explicative pour pouvoir capturer pas mal de choses. Et en fait, c'est une stratégie qui est assez classique et qui est géniale parce que ça nous permet d'avoir des fonctions d'activation beaucoup plus simples. La fonction f, c'est ce qu'on appelle une fonction d'activation. Je ne l'ai peut-être pas spécifié jusqu'à présent, mais c'est ce qui fait que le neurone va s'activer. Okay. Et donc tout d'un coup, va décider de transmettre une information derrière. C'est qu'encore une fois, je reprends mon image de neurone, mais vous avez plein de neurones qui sont ici, qui va passer de l'information à d'autres neurones, qui vont la passer derrière à d'autres neurones. Lui va s'activer uniquement si jamais il y a suffisamment d'informations intéressantes qui arrivent. Donc il est connecté à 5 neurones. Si jamais il n'y en a qu'un qui s'excite tout seul, c'est pas très grave. Si jamais il y en a 3 qui s'excitent, c'est qu'il se passe quelque chose et il décide de transmettre l'information. Okay. Donc il faut qu'il y ait beaucoup d'excitation, beaucoup d'informations qui arrivent dans un coin de l'image pour penser à
à un détecteur d'image dans une voiture commandée, c'est de me dire, ok, si jamais j'ai un petit pixel parce qu'il me dit qu'il y a quelque chose, c'est pas très grave. Par contre, si tout d'un coup, je vois une masse qui commence à arriver sur ma vidéo, qui arrive de la gauche, il va falloir que je fasse attention parce que c'est peut-être quelque chose qui rentre dans mon champ de vision. Okay, si jamais c'est juste ponctuel, c'est pas très grave. Il faut vraiment détecter à partir de quand il y a suffisamment d'agitation dans certaines régions de l'espace pour pouvoir faire quelque chose. Okay, et encore une fois, dans les problèmes des voitures commandées, vous regardez la route. Ce qui est important, c'est de voir si jamais il y a un enfant qui rentre dans votre champ de vision, ou à droite ou à gauche. Peut-être que quelque chose qui se passe en haut, c'est pas très très grave. Okay, c'est assez rare d'avoir quelque chose qui va arriver par le haut dans une vidéo quand vous êtes en train de conduire. C'est peut-être grave, parce que ça veut peut-être dire qu'il y a quelque chose qui tombe, il y a un hélicoptère qui essaie de se poser, je ne sais pas. Mais disons que là où vous devez être le plus vigilant, c'est généralement ce qui arrive sur les côtés. Okay, est-ce qu'il y a un ballon qui est en train d'arriver devant vous? Est-ce qu'il y a un enfant qui essaie de traverser, une voiture qui passe, ou ce genre de choses? Okay, donc on sait quelles sont les régions dans notre champ de vision sur lesquelles il faut être extrêmement vigilant quand on conduit. Ce sont essentiellement les régions à gauche et à droite. D'accord, donc c'est ça qu'on essaie de faire. On met en place un système de seuil. Alors là où c'est intéressant, et c'était tous les premiers papiers sur les histoires de perceptrons, donc ce modèle-là, c'est le neurone binaire avec un seuil. Okay, le gros avantage, c'est que, et c'est pour ça que ça a aussi beaucoup plu en informatique, c'est que l'informatique, je vous rappelle le premier cours d'info, c'est des cours de logique, okay, essentiellement parce que les transistors se contentent de renvoyer de l'information binaire. Okay, mais ce qu'on veut, c'est pouvoir créer des opérateurs logiques. En particulier, vous voudriez savoir, est-ce qu'il y a au moins un pixel qui s'est excité? Okay, donc, c'est est-ce qu'il y en a au moins un qui marche? Donc, si jamais il y a un des neurones qui s'est excité, dans ces cas-là, vous voulez transmettre l'information. Okay, au contraire, vous avez l'opération AND qui consiste à dire, je veux que tous mes neurones soient excités pour pouvoir transmettre l'information. Okay, donc là, on a la version binaire qui est très simple avec cette approche-là, okay, qui va pouvoir se capturer avec les seuils. Mais ce n'est pas forcément très très riche. Okay, ce modèle-là, c'est une version incroyablement simpliste d'un modèle de régression. Parce que mes variables x sont des variables binaires, mais ça correspond à un fonctionnement neuronal. La subtilité, c'est que je donne le même poids, par exemple, aux différents neurones. Okay, et ce n'est pas forcément ce qu'on veut avoir. Donc, Rosenblatt a introduit son perceptron. Donc, Rosenblatt, c'est le père du perceptron. En 61, on voit arriver le perceptron pour permettre de mettre des poids différents, et en particulier d'avoir d'autres opérations que les opérateurs et ou. Okay, et en particulier, on peut récupérer la variable x ou, c'est-à-dire je veux que un neurone et exactement un seul soit activé. Okay, peut-être parce que ça permet de transmettre une information un peu plus intéressante. Okay, si jamais tous sont activés, c'est qu'il y a quelque chose de grave, mais si jamais il y en a juste un, je peux peut-être me mettre dans un mode de type alerte, ce genre de choses. D'accord, donc on a des poids qui sont forcément des poids réels, okay, qui vont intervenir, et donc on va non plus avoir une fonction, un score qui sera la somme de mes activations, la somme de mes XI, donc je compte le nombre de neurones qui sont excités, mais je vais mettre des poids. D'accord, alors les poids, je pense que c'est une notation malheureuse, je l'ai déjà dit, mais ça correspond très exactement à du X transposé bêta. Donc on voit apparaître ce qu'on avait l'habitude de faire en régression. La seule subtilité, c'est que, et je l'avais déjà dit en SVM, c'est que dans cette littérature machine learning, on parle de poids oméga ou W, alors qu'en régression, on va parler de paramètres bêta. Okay, mais c'est la même chose, c'est le même objet. D'accord, et ce que disait Rosenblatt, c'est qu'en ayant quelque chose qui ressemble à ça, c'est-à-dire fondamentalement une variable indicatrice qui sera construite sur un score, x transposé bêta, avec la variable 1 qui apparaît dans mes variables explicatives. Donc en gros, c'est un bêta 0 plus bêta 1 x1 plus bêta p xp. Mais dans ces cas-là, j'ai créé mon perceptron. D'accord, donc le perceptron, c'est jamais qu'un modèle très simple qui pourrait nous faire penser fortement à une régression probit, puisque c'est à peu près ce que nous dit la régression probit, c'est de dire j'ai une variable indicatrice qui va s'exciter dès lors que cette combinaison linéaire va dépasser soit un certain seuil, soit en mettant une constante qui va dépasser 0. Okay, donc le perceptron, ça va être ça. Et encore une fois, on est au début des années 60. Ça va être amélioré une petite dizaine d'années plus tard, donc par les papiers de Minsky et Papert en 69, dans lesquels on voit que ce mécanisme purement binaire, qui consiste à dire je ne m'excite pas, puis je m'excite tout d'un coup, c'est trop simple. C'est trop simple. Alors peut-être que ça correspond à une réalité biologique, mais si on va avoir des classifieurs qui marchent bien, il faut peut-être être un petit peu subtil.
Et donc, ce qui avait été proposé, c'est de dire, je vais mettre une sigmoïde. Donc la sigmoïde, c'est jamais qu'une fonction qui ressemble à quelque chose comme ça. Okay, donc je vais introduire quelque chose qui nous fait beaucoup penser à ce qu'on faisait en régression logistique, en fait. Et en fait, formellement, c'est exactement la régression logistique, puisque la sigmoïde, c'est cette fonction-là. Okay, donc c'est cette exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x. Et donc, on va juste dire, je vais m'activer dès lors que ma sigmoïde dépasse un certain seuil. Okay. Alors peut-être que transmettre le seuil transmettre la valeur peut être intéressant. Okay, même si ça ne correspond plus à une réalité biologique, on pourrait se dire que ça peut être intéressant de se dire que de vos neurones, quand ils rentrent dans votre modèle, vous n'allez pas forcément transmettre une variable qui serait plus 1, moins 1, mais vous allez, ou plutôt 0, 1, okay, au lieu de s'activer ou pas, okay, entre 0 et 1, c'est de vous dire je vais renvoyer une valeur dans 0, 1. Et donc de dire j'ai un petit peu d'activité ou au contraire j'ai beaucoup d'activité. Ça nous fait penser très 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 fortement à une régression logistique. Okay, la seule subtilité, c'est que un neurone n'est pas une fin en soi, et donc je vais en créer plusieurs et les mettre en réseau. C'est vraiment ça la subtilité. Donc il y a toutes sortes de fonctions qui ont été utilisées. Alors la sigmoïde, a priori, elle est relativement intéressante parce que ça nous fait très exactement penser à une régression logistique. Donc en tant qu'économètre, je suis plutôt content de voir apparaître cette sigmoïde. En tout cas, je suis dans un monde que je connais bien. Okay, alors ça a pu être généralisé essentiellement parce que, encore une fois, dans beaucoup d'articles en machine learning, on n'est pas sur du 0,1 mais du moins 1. Donc quand vous regardez, je vous ai mis un lien vers la page Wikipédia des fonctions d'activation. Okay, on va plutôt être entre moins 1 et plus 1, et dans ces cas-là, on va prendre toutes sortes de choses, on va mettre des tangentes hyperboliques, des fonctions arctangentes ou ce genre de choses. Donc on a toutes sortes de fonctions d'activation qui sont utilisées, mais qui correspondent tous à la même logique qui est cette courbe qui va évoluer entre moins 1 et plus 1 de manière relativement régulière, ou entre 0 et 1 si jamais je normalise ma fonction logistique. Okay, donc c'est exactement ce qu'on essayait de faire. Alors, c'est quoi la distinction avec la fonction logistique? Pour le moment, on est dans la régression logistique. Okay, pourquoi? Parce que si jamais je commence à vous dire, je vais prendre une combinaison linéaire de mes variables explicatives, je vais faire passer ça dans une fonction qui serait une fonction logistique, ça va me donner une probabilité, c'est exactement la régression logistique. Okay, la seule subtilité, c'est que la régression logistique repose sur un algorithme qui est très simple, c'est de la stat, et donc on fait du maximum de vraisemblance. Okay, donc quand vous faites une régression logistique, je me dis que un PI, c'est jamais qu'une exponentielle de x transposé bêta divisé par 1 plus exponentielle de ma transposée bêta, mais derrière, je vais dire, ok, comment est-ce que je fais mon estimation de mes paramètres bêta qui sont inconnus? Tout simplement en disant, je vais écrire ma log vraisemblance, qui consiste à dire que ma vraisemblance, c'est du p puissance yi à moins p puissance 1 moins yi, et de remplacer ces probabilités par cette exponentielle sur 1 plus l'exponentielle. Okay, donc la méthode d'inférence se fait là-dessus. La différence avec les réseaux de neurones, c'est qu'on ne fonctionne pas avec un modèle probabiliste derrière. Okay, on est sur l'idée de je vais regarder si je me trompe ou pas. Okay, donc mon modèle logistique, j'ai une architecture qui me rappelle le modèle logistique. Donc c'est vraiment cette logique ici. Là, je suis sur ma base de myocarde, okay, où j'ai mes 7 variables explicatives en entrée, et je vais construire mon neurone qui sera finalement ma sortie. Okay, donc c'est un réseau de neurones sans couche cachée. Okay, mon Y, comment est-ce que je vais l'optimiser? Je vais récupérer une prévision. Je ne vais pas faire du maximum de vraisemblance parce que je n'ai pas envie de me donner le modèle de loi. Je vais faire des minimisations de perte L2, par exemple. Okay, alors, on perd l'interprétation du fait que P, c'est une proba, mais ce n'est pas très grave. Ça peut quand même être un prédicteur qui peut être intéressant. Okay, l'autre solution, c'est de dire, OK, j'ai quelque chose qui est plutôt binaire, donc je vais plutôt partir sur une fonction de perte associée à des modèles binaires, et je vais partir sur une entropie croisée. Mais là, on retrouve quelque chose qui finalement nous fait très fortement penser à une vraisemblance. Okay, donc en fait, un réseau de neurones simple, enfin plutôt un modèle neuronal, c'est quand même très 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 proche de ce qu'on faisait, dans le sens où on va rester sur des structures linéaires, donc ça ne changera pas. La seule chose, c'est qu'on a ces fonctions d'activation, mais qui sont finalement des fonctions de lien qu'on avait dans les modèles GLM. Peut-être on en a plus, mais encore une fois, nous on restait sur les... Quand on faisait des GLM, on restait très souvent sur le lien canonique associé à notre famille exponentielle. Ici, on s'autorise à prendre à peu près n'importe quoi. Okay, et surtout, une fois qu'on a dit ça, c'est surtout sur la méthode d'inférence, et la méthode d'inférence, elle se fera sur des minimisations de fonctions de perte, okay, que je pourrais éventuellement aussi optimiser. Enfin, je pourrais même me dire, je vais faire du lasso ici.
Ok. Donc ici, je pourrais très bien prendre une perte quadratique et puis me dire que je vais pénaliser en fonction des poids qui vont être introduits. Donc on pourrait faire une régression de type Ridge ou de type lasso là-dedans. D'accord. Donc ça, on le verra réapparaître plus tard parce que finalement, c'est comme ça que je vais vous programmer des réseaux de neurones en programmant plein de petites régressions logistiques entre guillemets. Puis ensuite, je vais essayer d'agréger tout ça. Donc la force des réseaux de neurones, c'est pas sur ce modèle neuronal qui est finalement assez simple. Le point qui est élégant finalement, c'est de se dire il ne faut pas s'arrêter là. Il faut faire ça sous forme de neurones et de se dire que l'output que j'ai ici, ça ne devrait pas être un Y, ça devrait être une sortie de modèle, mais que si jamais j'en construis 3, si jamais j'en construis 20, et qu'ensuite j'agrège tout ça, peut-être que je pourrais récupérer quelque chose de meilleur. Ok. Je vais faire une pause ici, on continue dans un instant sur les méthodes d'inférence et les notions de rétropropagation. À bientôt.